Stéphane Mercurio, merci d'être avec nous pour ce mot à mot à l'occasion du festival Biarritz Amérique latine, édition 2019. Le premier mot que j'ai envie de vous proposer, et ce n'est pas du tout une facilité ou un poncif, c'est gilet jaune. Dans ce que ça signifie dans une société donnée à un moment donné, ce type de contestation. Je me permets ça parce que dans tout votre travail documentaire, ce qui vous intéresse, c'est, alors je le disais dans une rencontre précédente dans des mots de minuit, sont les gens de peu. Et donc cette violence sociale est votre sujet. Et donc la première expression dans ce mot à mot, c'est gilet jaune. Qu'est-ce que vous faites de cette chose qui s'est mise en place dans une société aussi démocratique que la nôtre? Je pense dignité. Je pense dignité parce que j'ai filmé une femme, là j'ai un petit projet autour des vêtements où je demande à des gens de venir avec un vêtement. Et j'ai demandé à une femme qui s'appelle Cécile, qui est la fille de Chantal Courtois qui était dans Un Côté, de L'un de vos venir, films. un de mes films, de venir avec son gilet jaune. Et donc elle a parlé de ce que c'était pour elle et de comment elle avait retrouvé, comment elle s'était finalement, grâce à ce petit bout de tissu, sentie égale à d'autres. Alors que jusque-là, en fait, elle était rien. Elle dit on n'est pas la France on est la France du sous-sol, quoi. C'est pas la France d'en bas, c'est la France du sous-sol. Donc voilà, et puis colère, parce que à cause de la violence qui s'exerce sur eux. Donc colère. Dignité, dignité et colère. Deuxième expression, c'est en avance. Vous êtes documentariste depuis maintenant longtemps. Et vous avez été en avance parce que je pensais à Louise, son père, ses mères, son frère et ses sœurs. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un débat sur la PMA, vous êtes en avance, puisque là, il y a une enfant qui dit dans ce film, elle dit la chose suivante: maman a été gentille de prêter papa. Autrement dit, on a un couple homosexuel, un couple hétérosexuel, et l'homme de couple hétérosexuel va faire un enfant au couple homosexuel femme. Et donc il y a un prêt de père. Donc c'est l'idée en avance, c'est-à-dire que le choix du documentaire plutôt que le journalisme. Et est-ce que le documentaire permet d'être en avance? Je ne sais pas si c'est en avance, mais en tout cas... je rappelle que le film que j'évoque, c'est 2004. Hein. Oui, oui. Je pense que notre travail, c'est d'être toute antenne sortie, voilà, d'écouter, de sentir, d'être en contact avec les gens. Donc bon, là, il s'avère que c'était des gens qu'on connaissait depuis longtemps. Mais voilà, c'était... en plus, c'était pas si en avance que ça, parce qu'on avait dû attendre un certain nombre d'années pour faire ce film, notamment que la fille issue de cette histoire ait 18 ans, et qu'une des mères qui était la mère non reconnue, puisqu'à l'époque, il n'y avait ni mariage, ni adoption, ni rien, donc elle n'était rien. Elle avait ce sentiment-là, enfin, de n'être mère que dans cette intimité, mais aux yeux des autres, aux yeux de ses collègues, elle n'existait pas. Et donc elle a attendu d'être à la retraite pour pouvoir faire ce film, parce qu'elle avait peur, elle était prof, et elle avait peur de la réaction des élèves. Elle avait, voilà. Donc il a fallu attendre quelques années pour qu'elles osent finalement assumer publiquement, et c'était au moment du Pacs, et donc les choses avaient bougé. Et la parole collective de la société autour de ces questions-là permet aussi aux individus d'être eux-mêmes et voilà, parce que sinon c'est vraiment difficile, quoi. Deux mots, renifler, c'est pas dépréciatif, et sensibilité. Qu'est-ce qui vous... Je renifle beaucoup à cause de mon rhume. Vous avez un rhume. Non, je ne pensais pas du tout à ça. Comment est-ce qu'on renifle un sujet, entre guillemets évidemment, et qu'est-ce qui fait qu'il y a cette sensibilité toujours chez vous? Vos documentaires ne sont pas commentés, donc c'est toujours la parole de l'autre. Donc il y a une réelle sensibilité
je disais des gens de peu, des gilets jaunes, enfin en tout cas quand ils sont tels que vous les avez décrits tout à l'heure? On fait avec ce qu'on a, je crois, hein. Donc, moi, j'essaye pas de trouver, parce que je crois que c'est voué à l'échec, le sujet qui intéresserait enfin, je sais pas qui sont les autres. Tout ce que je peux savoir, c'est ce qui, moi, m'intéresse, qui, moi, me touche, me bouleverse. Voilà, donc je pars de mes sensations. Après, pourquoi je suis ça? Ben, sûrement à cause d'une éducation. Voilà, cette histoire de ce que c'est que l'oppression sociale. Voilà, j'ai eu une nounou, voilà, j'étais de son côté. Ma grand-mère, qui était la mère de Ciné, était une petite épicière que j'adorais. Donc tout ça vient probablement de quelque chose de là. Et puis évidemment mes parents. L'un de vos sujets de prédilection, c'est l'enfermement. C'est vrai, Ouais. c'est vrai pour la prison, c'est vrai aussi pour les contrôleurs des lieux de privation de liberté. Vous avez fait à l'ombre de la République, hein, en 2011. Je voulais vous citer deux chiffres, puisqu'on s'était rencontrés il y a une petite dizaine d'années pour un de vos films précédents. Le 1er octobre 2008, il y avait 63 185 prisonniers détenus dans les prisons françaises, des personnes sous écrou. Hein. Au 1er juillet 2019, chiffre officiel du ministère de la Justice, 84 218 personnes sont sous écrou en France. Ça ne s'est pas amélioré, cette affaire. Bah, si on se revoit dans 20 ans, ce sera la même chose. Non, ça ne s'est pas amélioré, parce que la recette est toujours la même. Il y a trop de monde dans les prisons, on construit des nouvelles places, on remplit, et puis il y a à nouveau trop de monde dans les prisons. Et voilà, donc il n'y a absolument toujours aucune réflexion sur à quoi sert la prison, sur comment la prison, à mon sens, provoque la violence dans la société. C'est-à-dire que les gens qui sont abîmés, broyés dans les prisons, ressortent forcément soit avec de la violence qui s'exerce contre eux, soit de la violence à l'égard des autres. C'est-à-dire il y a beaucoup de récidives. Enfin, tout ça, c'est archi documenté. Notamment par vous. Oui, mais il y a aussi des études sociologiques qui racontent la récidive, comment vraiment la prison génère voilà, des actes délictueux à la sortie. Et il y a zéro réflexion. Mon seul espoir aujourd'hui, c'est d'abord qu'il y ait éventuellement des gens, des bourgeois qui finissent en prison, parce qu'à chaque fois, ça fait bouger un peu les choses. Voilà, on verra si Balkany, révolution, va s'impliquer pour la défense des détenus après sa sortie. Et puis éventuellement qu'il y ait une réflexion économique, c'est-à-dire qu'on trouve que c'est trop cher. Alors là, peut-être que ça peut permettre, mais je ne crois pas que l'idée de compassion, de dignité, tout ça va faire bouger les choses. On n'est pas là-dedans, quoi. Vous avez réalisé À côté, c'était en 2007, donc sur ces femmes qui attendent le parloir. Mais je voudrais qu'on regarde un extrait d'Après l'ombre. Et là, vous avez suivi Didier Ruiz, qui est metteur en scène de théâtre, qui a tourné sur le témoignage des détenus qui ont été longuement emprisonnés. Extrait. Prends bien le temps du contact. Voilà, déjà que lui sente bien ce contact. Et à partir de cette zone contactée, là, à partir de là, tu commences la danse. Super. Et laisse-toi faire, c'est elle qui guide la danse. C'est elle qui guide la danse. Voilà, et laisse-toi contaminer par la danse. De l'épaule. Voilà. Voyez comment vous pouvez emmener votre partenaire dans la danse et à voyager dans l'espace. Et gardez la qualité dans laquelle vous êtes, c'est très très bien. Changez les rôles. Pour moi, je peux plus. Tu peux plus? Non. Ok. Tu veux faire une petite pause? Non, c'est pas par rapport, c'est pas par rapport aux exercices. C'est que on vienne
on vient de prison. Et toucher, moi je peux plus depuis, Tu peux plus. je peux plus depuis 30 ans maintenant. Et, D'accord. et là je vais avoir beaucoup de mal. D'accord. Ok. Donc moi c'est mes limites. Voilà. Ok. Super que tu le dises. Oui. Ouais, c'est chouette. Enfin, c'est pas le fait de toucher. Quand on est en détention, c'est pas tellement le fait de toucher. On touche ou on est touché que pour la violence ou par la violence ou par les surveillants. Donc voilà. D'accord. Moi je peux pas aller plus loin que ça. D'accord. Et après, c'est quelque chose d'ancré. Ouais. Bien sûr. Ben, c'est chouette que tu me le dises, que tu Très me bien. le dises. Donc les prisons, c'est l'un de vos sujets. Autre sujet, on revient à cette idée d'en avance. Hôpital au bord de la crise de nerfs, vous aviez tourné ça en quelle année 2002, mais là on est en train de... J'ai repris une séquence que j'avais mis de côté aux urgences, qui a quasiment un plan séquence qui dure comme ça sur toute la journée, on revient tout le temps et il y a toujours une femme au téléphone, toujours la même, qui est en train de chercher des lits et qui n'en trouve pas, et pendant ce temps derrière elle il y a des gens qui meurent, enfin une espèce voilà, avec un cadre fixe, et qu'on est en train de ressortir là parce que le film a une actualité aujourd'hui, enfin c'est fou quoi. Les prisons, l'hôpital. Aujourd'hui, on va parler d'Amérique latine aussi, puisque vous êtes juré au Festival de Biarritz pour la sélection documentaire. Dans ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui transparaît de ce continent-là? On y parle aussi de prison, hein, d'ailleurs. Oui. Alors c'est difficile de regrouper tous les... parce que les films viennent de tas de pays différents, donc il y a quand même des histoires très, très diverses selon les pays, mais voilà, en même temps le documentaire permet toujours comme ça de voir apparaître des choses, donc j'ai pas encore tout vu. Dans ce que j'ai vu, il y a à la fois une grande poésie, souvent, c'est-à-dire des films comme Homo Botanicus, enfin des films qui sont comme ça sur un rapport à la nature, une capacité au contemplatif qui est très belle, et puis d'autres films qui nous immergent dans une réalité assez brutale, comme celle de la prison avec La Visita, où on voit comme ça ces marées de famille avec cette pauvreté, voilà, la difficulté, ou la tragédie du Pérou, avec un très beau film autour à la fois des exactions commises par Sentier Lumineux et par les paramilitaires. Donc, voilà. Et comment les gens se débrouillent avec ces drames, comment ils font. On sent la crise argentine, enfin on sent la crise du continent. Le mot suivant est souvenir. Parce que vous êtes allé tourner au bout du monde, comme le titrait votre film, c'était aussi il y a maintenant près de 20 ans. Quel est le souvenir que vous avez de cette région que vous avez parcourue sur les traces c'est Francisco, voilà, Coloane? Les souvenirs, j'en ai plein. J'ai évidemment le souvenir de Francisco Coloane. Voilà, son arrivée chez lui, cette espèce d'irruption volcanique de cet homme qui était déjà très âgé, magnifique, avec ses cheveux blancs, enfin, une espèce de, voilà, un colosse. Donc ça, c'était magique, parce que j'avais lu quasiment tous ses livres, et voilà, pouvoir le rencontrer. Et puis peut-être ces dernières femmes, parce que c'était des femmes qui étaient tout au bout du monde, à Puerto Williams, vraiment tout au bout, et qui étaient les dernières représentantes du peuple Yagan, et qui voilà, allaient disparaître avec elles. Donc il y avait quelque chose comme ça de la fragilité, de la disparition, un délitement, ouais. Voilà, de la colonisation, enfin de tout ça qui était à travers ses visages. Donc ça, c'était très émouvant. On va regarder un extrait de ce film qui avait pour titre, alors le titre exact, c'est Au bout du monde. Le bout du monde. Le bout du monde. Hein. Le bout du monde. Extrait.
La palabra Patagonia se lo pusieron por esto. Los tipos eran de pata grande y entonces las primeras huellas que vieron de quién se trata esto. La palabra Patagón viene de esto. Claro, pero porque vio que... De esto la palabra Patagón. No de los pies. Je ne savais rien, ou presque, de la Patagonie avant d'avoir lu Francisco Coloane. En chileno en el pueblo. Ojota. L'écrivain chilien raconte que là-bas, les hommes sont pétris par le vent et la pluie. Les mouettes dévorent les yeux des moutons. Il écrit d'étranges histoires, comme celle d'un iceberg surplombé par le fantôme d'un Indien, un Patago aux bras tendus, semblant dire aux marins qu'il est croisé dans la tempête, hors d'ici. Un jour, avec Grégoire, l'homme de ma vie, nous avons décidé de partir découvrir son univers, le bout du monde, le bout du continent sud-américain, une terre balayée par les vents, cernée par les glaces. Elle s'étend jusqu'au Cap Horn, au 40e rugissant. La Patagonia es la última gran fuente de quimera. La Patagonia seguirá siempre siendo para mí como la antesala de un mundo soñado, deseado. Vas a la Patagonia y tú sientes que, habiendo alejado tanto, como que has dejado el mundo conocido y te aparece un mundo nuevo. La Patagonia no es un viaje, es una iniciación. Por lo tanto, no esperar el primer día ser iniciado. Stéphane Mercurio, plus largement parlons du documentaire, ses conditions de réalisation, ses conditions de distribution aujourd'hui en France. Est-ce que le documentaire est en bonne santé? Je ne sais pas de quoi on parle, parce qu'il y a plein de documentaires. Donc, Non, mais, disons que le documentaire dit d'auteur, ouais, j'imagine que c'est celui-là. Ce que vous faites. Non, il est en bonne santé, il est encore très vif. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de gens qui font plein de choses et des choses formidables. Donc, il y a, mais de moins en moins avec la télévision, ça devient de plus en plus difficile. Il y a une écriture un peu standardisée qui s'impose, disons, avec quelques exceptions toujours, hein, mais voilà, donc c'est assez difficile de faire des choses aujourd'hui avec la télé. Donc il y a énormément de gens qui partent sur le cinéma, puisque c'est l'autre financement possible, mais qui est quand même, voilà, c'est avoir une avance sur recette ou en documentaire, c'est pas simple. Voilà, et puis après, la sortie salle n'est pas simple non plus, parce qu'il y a énormément de monde, voilà, enfin, il y a beaucoup de films, il y a... Mais le documentaire s'en tire aussi pas si mal parce qu'on a ce côté sujet. Donc les gens font des débats avec nos films, donc qui durent. Contrairement à des fictions qui peuvent être broyées vraiment en une semaine, une fiction est retirée des écrans si elle ne marche pas, enfin voilà, elle disparaît. En documentaire, on dure un peu plus. Voilà, donc mais c'est très difficile. Donc il y a moi j'ai entendu maintenant des jeunes réalisateurs dire je fais un film de festival. Donc voilà, ce qui veut dire que ce sera vu dans, enfin ils espèrent que ce sera vu dans quelques festivals, parce que là non plus les festivals ne prennent pas. Mais ça veut dire qu'ils le font sans argent, parce que le festival ne paye pas. Enfin c'est pas, voilà, donc c'est des films qui n'ont pas de financement, donc ils se font sur des énergies avec lesquels on peut faire le premier et le deuxième film, mais on ne fait pas le troisième. Voilà. 2 mots, combat, résistance. Ça suffit comme ça, ou ça suffit pas comme si? Ça, c'est Renaud il y a longtemps, ça fait partie de vos premiers combats avec Hudson Berger, qui est mort aujourd'hui, dont vous avez terminé vous étiez co-réalisatrice de son dernier film. Hein. Oui. Là aussi, quelque chose qui était presque en avance, puisqu'il s'est agi de filmer des mourants, enfin, ou des gens à l'article de la mort. Hein. Donc là, il y a quelque chose donc, de Bastille, Renaud, Hudson Berger. Il y a également Ciné Mensuel. Ciné était votre beau-père. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui que le combat? Et alors, on va être vulgaire. Qu'est-ce que ce serait que de faire de la politique? Comme citoyen, je veux dire. Hein. Faire de la politique, c'est tout le temps, je crois. D'accord. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui ne soit pas politique, à mon avis.
façon dont on élève les enfants. Aujourd'hui, c'est même la façon dont on trie sa poubelle, qui parfois est politique. Facebook, c'est pas forcément politique. Non, mais ça l'est aussi. Ça a Enfin, été, autrement, mais ça pour ceux qui enfin, l'utilisent, je veux dire. Oui, ça. Et puis, faire évidemment de la presse indépendante, voilà, donc Ciné Mensuel, puis il y a eu Ciné Madame aussi qui s'est lancé. Donc là, Ça marche. Ciné Mensuel, c'est difficile. La Ciné Madame, c'est à peu près à l'équilibre pour le moment, mais Ciné Mensuel, c'est difficile parce que bon, c'est un journal plus gros, un peu plus cher. Et donc il y a absolument zéro fonds propre puisque ça a démarré dans la cuisine de mes parents, donc voilà, Facile. c'était chez eux sans prêt, il n'y a pas de banquier, il n'y a rien, donc si ça, enfin voilà, ça s'arrête. C'est un journal qui peut s'arrêter très vite puisqu'il n'y a il y a personne pour remettre des fonds derrière, donc c'est un journal fragile et en même temps qui est porté par une énergie parce que de plus en plus de gens viennent. Ont envie de travailler avec le journal, parce que c'est un des endroits où il y a une qualité à la fois d'écriture, de dessin. Il y a plein de nouveaux dessinateurs qui ont été découverts par le journal. Les unes ont changé récemment, donc c'est vraiment très, très graphique maintenant. C'est pas parce qu'on est mensuel, donc les dessins d'actu, c'était un peu plus compliqué. Donc on essaie de faire des choses un peu différentes. Donc voilà, et puis Une façon de ramer ouais. intelligemment. Et, Oui. Enfin, de ramer, de secouer aussi. de se battre. Ouais. Donc, ouais, voilà bien le combat. Dernière question, quel est votre mot de minuit? Quel est mon mot de minuit? Alors, j'avais envie de dire dignité, mais comme on en a parlé tout à l'heure, puisqu'on est à Biarritz, je vais dire mer, hein, parce que c'est vraiment... moi, être face à la mer, surtout une mer avec des vagues et tout ça, c'est quelque chose qui m'apaise totalement. Et je trouve qu'en ce moment, avoir des petits moments d'apaisement, c'est indispensable. Parce que j'ose à peine ouvrir un journal. Merci. À part Ciné Mensuel, bien sûr. À part Ciné Mensuel, évidemment, dont on vous recommande chaudement la lecture. Merci Stéphane Mercurio. Merci à vous. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.